Bonjour, mon nom est Patrick Leroux et je vous souhaite la bienvenue à ce programme. Les idées que vous êtes sur le point d'apprendre pourraient changer votre vie. Les stratégies qui suivent ont servi de tremplin vers le succès pour des millions de personnes de tout âge. Ces principes sont simples, efficaces et plutôt faciles à appliquer. Ils sont le résultat d'une recherche approfondie et d'entrevues auprès de milliers de gagnants, que ce soit des entrepreneurs, des top vendeurs, des athlètes olympiques ou tout autre individu qui réussissent très bien dans leur sphère d'activité respective. L'efficacité de ces principes ont été testés et prouvés des milliers de fois et ils vont fonctionner pour vous également si vous les étudiez et les appliquez dans votre propre vie. Nous vivons dans la meilleure période de toute l'histoire de l'humanité. La société dans laquelle nous vivons nous donne la possibilité d'accomplir tous nos désirs et tous nos rêves. Comment y parvenir? Tout simplement en mettant en application dans nos vies les mêmes principes que les gens qui réussissent déjà. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Il s'agit tout simplement d'observer ce que ces gens font de différent des autres et d'appliquer dans nos vies ces mêmes découvertes. Le succès est en fait une science que n'importe qui peut maîtriser. Si on veut apprendre à devenir un bon cuisinier, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller s'acheter des livres de recettes et on va apprendre à faire ce que font les meilleurs chefs. Eh bien, pour le succès, c'est exactement la même chose. Les personnes qui ont le mieux réussi dans notre société ont presque tous écrit des livres ou produit des programmes de formation afin de nous faire profiter de leur grande expérience. Il s'agit tout simplement de mettre à profit dans nos vies ce qu'ils ont à nous enseigner. Si vous pensez et agissez comme les gens qui ont déjà du succès, vous obtiendrez vous également les mêmes résultats qu'eux. Il existe 12 habitudes des gagnants. Chacune de ces habitudes est indispensable pour votre réussite personnelle et professionnelle. L'absence de n'importe laquelle de ces habitudes pourrait en soi détruire vos chances de réussite future. La bonne nouvelle est que vous pouvez apprendre chacune de ces habitudes par la pratique et la répétition jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles pour vous que le fait de respirer. De la même façon dont vous avez appris à lire ou à écrire ou encore à conduire votre voiture, vous pouvez également les apprendre et les appliquer dans votre vie afin d'obtenir santé, paix, bonheur et prospérité. Si quelqu'un à quelque part a déjà réussi ce que vous aimeriez faire, il n'existe aucune raison pourquoi vous ne pourriez pas faire la même chose également. En fait, les seules limites à vos accomplissements futurs sont celles que vous vous imposez à vous-même. Voyons donc maintenant ensemble les 12 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. La première habitude des gagnants est la passion. Ou si vous préférez, faire ce que vous aimez faire. Une de vos plus grandes responsabilités dans votre vie est de découvrir ce qui vous passionne vraiment, ce à quoi vous avez un talent naturel. Vous devez absolument découvrir le domaine d'activité pour lequel vous avez le plus d'intérêt, celui qui retient toute votre attention, dans lequel vous vous sentez complètement absorbé et qui vous procure le plus de satisfaction. Et cette découverte, personne ne pourra la faire pour vous. Et peu importe le métier que vous choisirez, vous l'avez peut-être déjà trouvé, décidez alors de devenir rien de moins que le meilleur dans ce dernier. Si par exemple, vous prenez la décision de consacrer votre vie à balayer les rues, alors balayez les rues avec la même passion que Michel-Ange peignait ses toiles, ou comme Beethoven composait la musique, ou encore comme Shakespeare écrivait ses poèmes. Balayez les rues si bien qu'après votre mort, tous les autres du paradis s'arrêteront devant votre porte et diront « Ici vivait le plus grand balayeur de rue du monde ». Quand une personne passionnée parle à une autre personne de ce qu'elle fait dans la vie, on peut sentir sa passion dans sa voix et voir les étincelles dans ses yeux. Cette personne a hâte de se lever le matin pour aller travailler et elle a de la difficulté à quitter le soir pour s'en retourner chez elle. Les gagnants sont des passionnés qui aiment énormément ce qu'ils font. Ils ont une espèce de désir intérieur, un feu sacré de toujours vouloir exceller dans ce qu'ils ont choisi de faire. Lorsque vous faites ce que vous aimez le plus au monde, vous avez constamment une énergie positive qui circule à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous améliorer et de vous dépasser continuellement dans ce que vous faites. Voici 2 questions pour vous. Premièrement, si vous gagnez 10 millions de dollars demain matin à la loto, est-ce que vous continueriez à faire le même genre de boulot que vous faites présentement? Et numéro 2, si la réponse est négative, que choisiriez-vous de faire comme travail? Tous les gagnants que je connais, s'ils gagnaient 10 millions de dollars en argent comptant, continueraient à faire le même genre d'emploi qu'ils font présentement. Ils le feraient peut-être mieux, un peu différemment ou à quelque part d'autre, mais ils aiment tellement leur travail qu'ils ne penseraient jamais à abandonner leur travail pour prendre leur retraite. Beaucoup de ces gagnants sont déjà bien des fois millionnaires, mais ils continuent à travailler malgré tout 10-12 heures par jour. Pourquoi? Pas pour l'argent, mais parce qu'ils ont besoin de ce sentiment de joie, de plaisir et de satisfaction qui leur vient de leur travail. En ce sens, je vous partage une de mes citations préférées.
Que feriez-vous si vous aviez tout l'or du monde? Faites cela et vous aurez tout l'or du monde. Si vous avez répondu oui sans hésitation à la première question, à savoir que vous conserveriez votre emploi malgré vos 10 millions de dollars, c'est que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites et que vous possédez déjà le premier secret du succès. Si un étudiant vient vous voir pour vous demander conseil à savoir dans quelle carrière il devrait se diriger, ne lui conseillez surtout pas de choisir une option simplement parce qu'il y a beaucoup d'avenir dans ce domaine. Conseillez-lui plutôt de choisir d'aller étudier dans un domaine qui le passionne, et ce, même s'il s'agit d'un métier saturé. Dans la vie, on a tous le choix de subir ou d'agir. Le gagnant, lui, choisit d'agir. Il écoute sa petite voix intérieure et il fait ce qu'il a toujours rêvé de faire. Il avance en confiance vers l'accomplissement de ses rêves, peu importe ce que les autres en disent. Et quand les autres voient l'éclat de lumière dans ses yeux, il s'écarte de son chemin pour le laisser passer. Le gagnant suit sa passion, il écoute le message qui lui vient du fond du cœur et surtout, il répond à son appel. La deuxième habitude des gagnants est qu'ils se fixent des objectifs. Décider exactement de ce qu'on veut faire dans la vie est le point de départ de tout grand accomplissement. Votre habileté à vous fixer des objectifs dans tous les domaines de votre vie est la clé maîtresse du succès. Toutes les études et toutes les recherches sur le succès démontrent clairement que les gens et les entreprises qui réussissent ont des objectifs clairs et précis à savoir ce qu'ils veulent dans leur futur. La principale raison pour laquelle la majorité des gens affrontent leur futur avec appréhension plutôt qu'avec anticipation est principalement due au fait qu'ils ne savent pas où ils vont. Plusieurs personnes sont très actives dans la vie. On a l'impression qu'ils bougent constamment. Le bureau, les enfants, le bureau. Ils sont toujours d'un côté et de l'autre et ils se plaignent constamment qu'ils n'ont jamais le temps de rien faire et qu'ils ont toujours l'impression de courir. Mais dans le fond, la seule chose qu'ils font vraiment, c'est d'aller rapidement nulle part. Leur problème n'est pas un problème de temps. C'est plutôt un problème de direction. Il y a une citation à cet égard que j'aime beaucoup qui dit « Le chemin vers quelque part mène toujours à une ville nommée nulle part ». La plupart des gens arrivent à leur retraite pauvre. Selon les statistiques, parmi les gens qui travaillent toute leur vie et qui se rendent jusqu'à l'âge de 65 ans, une seule sera riche. 4 seront financièrement indépendants. 15 auront des économies de côté. Et le reste de la population, soit 80% des gens, arrivent à leur retraite complètement fauchés sans un sou, dépendant soit de l'aide du gouvernement ou de la charité des membres de leur famille. Je vous pose une question. Est-ce que ces gens ont planifié d'être pauvres à leur retraite? Évidemment que non. Personne ne planifie d'être pauvre. Mais on peut affirmer qu'ils ont manqué de planifier par contre. La règle à ce sujet est fort simple. Ne pas planifier, c'est planifier son échec. Ne pas avoir d'objectif dans la vie, c'est comme si vous partiez en mer sans que votre bateau ait un gouvernail. Que risque-t-il d'arriver? Vous allez vous faire balloter par les vagues, vous allez tourner en rond, vous n'arriverez jamais à votre destination et vous risquez fort de vous échouer sur les récifs et couler. C'est la même chose pour votre vie. Vous avez beau avoir le plus beau bateau du monde, mais sans gouvernail, vous êtes condamné à rester au quai toute votre vie. Vous avez beau avoir le plus grand potentiel de réussite au monde, sans objectif, vous êtes condamné à échouer. En tant que capitaine de bateau, vous avez besoin d'un bon gouvernail pour vous rendre à destination. De la même façon, en tant que capitaine de votre vie, vous avez besoin d'objectifs majeurs à savoir où vous vous dirigez. Car si vous ne menez pas votre vie, quelqu'un d'autre quelque part va le faire pour vous. Et ce qu'il ou elle décidera ne vous plairait pas nécessairement. En fait, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui ont des projets et il y a ceux qui sont l'objet du projet des autres. Avoir des objectifs et des projets à réaliser, c'est prendre le contrôle de votre bateau, c'est prendre le contrôle de votre vie. Selon les statistiques, 97% de la population n'ont pas d'objectifs écrits. C'est énorme. La plupart des gens vont prendre 2 mois pour planifier une vacance de 2 semaines, mais ils n'ont jamais pris 2 jours ou même 2 heures pour planifier leur vie entière. Les nouveaux mariés, quant à eux, vont prendre jusqu'à 1 an pour planifier leur cérémonie de mariage, mais combien de temps prennent-ils pour planifier leur vie ensemble? J'ai lu une citation qui m'a fait beaucoup rire dernièrement. Elle disait « Une personne sans objectif est comme un ordinateur sans logiciel. C'est laid, ça prend de la place et ça sert à rien. » Vous n'êtes pas obligé d'avoir des objectifs dans la vie, mais si vous n'en avez pas, vous serez comme un oiseau sans ailes. Vous passerez votre vie bien en deçà de vos capacités réelles. En fait, un individu moyen, avec un talent et une éducation et une ambition moyenne, peut surpasser la personne la plus brillante de notre société si cette dernière n'a pas d'objectif. Avoir des projets nous aide à concentrer nos énergies dans une même direction.
Si vous prenez une feuille de papier, par exemple, et que vous l'exposez aux rayons du soleil, il ne risque pas de se produire grand-chose. Mais si vous prenez cette même feuille de papier et que vous l'exposez aux mêmes rayons du soleil, mais cette fois-ci, vous mettez une loupe entre les deux, qu'est-ce qui risque de se produire? Eh bien, la feuille de papier va se mettre à brûler très rapidement. Avoir des buts, des projets vous donne la même force que la loupe. Ça canalise et ça amplifie les forces que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Voici un des plus grands secrets de la motivation. Ce qui motive un individu n'est pas la possession, mais bien l'anticipation. Napoléon Hill a d'ailleurs écrit à ce sujet. La nature nous a ainsi fait que notre plus grand bonheur et le seul durable est celui que nous ressentons à la poursuite d'un rêve non encore atteint. L'anticipation est plus douce que la réalisation. Ce qui est sous la main ne nous satisfait pas. La seule satisfaction durable est celle qui vient à celui ou celle qui garde vivant dans son cœur l'espoir de réalisation future. Quand cet espoir meurt, on peut écrire « fin » sur le cœur humain. La Sagouine, elle disait « Le bonheur, c'est pas de l'avoir, c'est de savoir qu'on va l'avoir. » Et elle avait bien raison. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux? Qu'est-ce qui nous excite le plus? Est-ce que c'est d'avoir les deux pieds dans le sable sur une plage de Jamaïque, 2 semaines après notre retour de voyage en montrant nos photos de vacances à nos amis, ou bien 2 semaines, 2 jours, ou bien 2 heures avant de partir? Juste avant de partir, évidemment. C'est l'expectative qui nous rend le plus heureux. Vous est-il déjà arrivé de rêver à un moment particulier pendant des mois et finalement, quand vous l'avez vécu, vous vous êtes dit « Ah, c'est juste ça? » Le pendant était peut-être très bien, mais l'avant était encore bien meilleur, plus excitant. Le bonheur présume donc qu'on doit toujours avoir des objectifs, des buts, des projets à réaliser afin de toujours garder ce sentiment d'expectative vivant à l'intérieur de nous. Il est donc important de réviser vos objectifs périodiquement, de préférence à tous les mois. Dès que vous accomplirez un objectif sur votre liste, empressez-vous aussitôt de le remplacer par un autre. Vos objectifs sont comme le moteur de votre voiture. Ils vous propulsent en avant. Prenez le mot motivation et scindez-le en deux. Vous trouverez alors 2 mots, le mot motif et le mot action. La motivation suggère donc que ça vous prend des motifs pour passer à l'action. Et un motif, c'est tout simplement un objectif, un but ou un projet. Sans objectif, il est impossible d'être motivé. Il existe principalement 3 types de motivation. La première motivation est la motivation de survie. Par exemple, manger, se loger ou se protéger contre un agresseur éventuel. Le deuxième type de motivation, c'est la motivation extrinsèque, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, comme la menace d'une punition éventuelle ou une récompense. Si vous préférez, c'est la technique de la carotte et du bâton. Cette forme de motivation fonctionne, mais elle n'est pas permanente, mais seulement temporaire. Et finalement, le troisième type de motivation est la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, à savoir ses buts, ses projets, ses rêves. La motivation intrinsèque est la seule vraie motivation durable. Elle vient de nos désirs et nos buts personnels. Et ces buts et ces désirs sont différents de chacun d'entre nous. Personne ne peut vraiment motiver une autre personne de façon permanente. Un conférencier est une source de motivation extérieure qui ne dure pas très longtemps, à moins d'aller le voir ou d'écouter ses conférences à toutes les semaines. Par contre, s'il aide ses participants à identifier leur propre motif d'action, ces derniers seront alors motivés de l'intérieur et cette motivation-là sera durable. Pour terminer cette section sur les objectifs, rappelez-vous que la vie nous donne exactement ce que nous lui demandons. Mais encore faut-il commencer par lui demander exactement ce que nous voulons. Faites comme les gagnants et fixez-vous également des objectifs à savoir ce que vous désirez être, faire et avoir dans la vie. La troisième habitude des gagnants est qu'ils passent à l'action sur leurs objectifs. Même si vous avez des buts extraordinaires et des plans pour les réaliser, si vous ne passez pas à l'action sur ces buts, ça ne donne rien. Vous aurez beau avoir des plans formidables pour bâtir le plus bel et le plus grand édifice en ville, mais tant que vous ne passerez pas à l'action pour renfoncer la première pelletée de terre, il ne s'agira que du vent, que d'un rêve. Sans action, les idées ne valent absolument rien. Sans action, les rêves vont toujours demeurer que des rêves et les projets vont toujours demeurer que des projets. C'est seulement quand on met en œuvre ces idées qu'elles prennent toute leur valeur. Passer à l'action, c'est d'amener nos idées à la vie. Prendre action sur ses rêves, c'est de prendre sa vie en main et faire ce qui doit être fait pour arriver où on veut. Dites-vous bien que vos vraies valeurs et vos vraies croyances ne sont vraiment et seulement qu'exprimées qu'à travers vos actions. C'est pas ce que vous dites ou ce que vous avez l'intention de faire qui compte le plus dans la vie, mais bien ce que vous faites vraiment à chaque jour.
L'action parle plus fort que les mots. Plus j'avance en âge, moins je porte attention à ce que les gens disent. J'observe seulement ce qu'ils font. Certaines personnes rêvent d'accomplir de grandes choses alors que d'autres demeurent réveillées et les font. Dans quel groupe faites-vous partie? Les gagnants n'attendent pas que tout soit parfait avant de passer à l'action. Ils ont pris l'habitude, aussitôt qu'une décision était prise par rapport à l'objectif, de prendre immédiatement une action vers l'atteinte de cet objectif. C'est toujours de commencer qui est le plus difficile. Plusieurs personnes ont ce que j'appelle de grosses têtes et de petites jambes. Ils pensent constamment à leur projet, ils le décortiquent, ils l'analysent de fond en comble, mais ils ne passent jamais à l'action. Ils ne font que planifier. Ils planifient. Dites-vous que les conditions idéales n'arriveront jamais. Le moment parfait n'existe tout simplement pas. Il y aura toujours des obstacles, des défis à surmonter et des conditions moins que parfaites. Si par exemple vous attendez que toutes les lumières en ville soient vertes avant de sortir de chez vous, vous ne partirez jamais de la maison. À un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut cesser de planifier et agir sur nos idées. À l'époque dans laquelle nous vivons, où l'information et les connaissances sont de plus en plus nombreuses et accessibles pour tout le monde, qu'on pense aux livres, aux cassettes, aux disques compacts de formation, aux séminaires de toutes sortes qui sont disponibles, à l'Internet, pourquoi y a-t-il tant de gens qui ne voient absolument aucun changement à leur situation dans leur vie? Pourquoi certaines personnes obtiennent tout ce qu'elles désirent alors que d'autres semblent toujours faire du surplace? La réponse est assez simple. La connaissance ne suffit pas pour réussir. Ce qu'il faut, c'est de passer à l'action. Les gagnants essaient beaucoup plus de choses que la moyenne. Et la loi des probabilités fait en sorte qu'ils ont ainsi de bien meilleures chances de réussir que les autres qui n'essaient pas. L'avenir appartient seulement à ceux qui osent. Il ne faut pas penser qu'on va réussir à atteindre nos objectifs en restant assis. Il faut s'organiser, se lever, se retrousser les manches, plonger la tête première. La vie est comme un buffet. N'attendez pas qu'on vienne vous servir. Une fois qu'on a fait son plan d'action, il faut résister à la tentation de remettre au lendemain. Et c'est là que la majorité des gens s'arrêtent. Ils ont un rêve, ils savent quoi faire, mais ils ne le font pas. Les Chinois, eux, disent « Un voyage de 1000 km commence par un premier pas ». De la même façon, on doit y aller étape par étape, marche par marche, un pas à la fois vers la réalisation de nos buts. Le truc consiste à diviser notre grand projet, qui semble irréalisable, en plusieurs petits projets qui sont facilement réalisables. Depuis longtemps, j'avais comme projet d'écrire un livre, par exemple. Mais écrire un livre est un projet colossal. On ne s'assoit pas un soir devant son ordinateur et on se dit « Bon, j'écris mon livre ce soir ». C'est ridicule. Évidemment, écrire un livre ou un programme de formation comme celui que vous êtes en train d'écouter présentement demande beaucoup de travail. Mais écrire 1, 2 ou 3 pages par jour, tout le monde peut le faire. Et c'est ce que j'ai fait. En écrivant en moyenne 2 à 3 pages par jour, après 3 mois, j'ai pu écrire mon premier livre, Secret des gens actifs, efficaces et équilibrés. Le secret est d'y aller un pas à la fois et d'avancer avec constance et régularité. En prenant de petites actions à tous les jours sur nos buts, on développe un momentum. On devient comme une balle de neige qui descend une côte et qui grossit au fur et à mesure qu'elle descend la côte. Lorsqu'on va de l'avant avec nos projets, dès qu'on commence à bouger, l'univers tout entier se met de notre côté pour faire en sorte que notre projet fonctionne. C'est comme s'il y avait une conspiration mondiale pour nous faire réussir. On se met à voir, à entendre, à rencontrer des gens qui peuvent nous aider vers l'accomplissement de notre projet. Toutes ces personnes existaient avant, mais on s'en rendait pas compte. On devient comme un aimant. C'est comme si on avait un champ magnétique alentour de nous qui attirait toutes ces personnes à nous. Mais pour attirer ces personnes, on doit tout d'abord commencer à s'activer. Il est également important de comprendre que personne n'a jamais rien réussi du premier coup. Et c'est ce qui empêche beaucoup de gens à passer à l'action. La peur de l'échec et du rejet empêche plus de gens de réaliser entièrement leurs possibilités que tout autre aspect de leur personnalité. Environ 90% de nos craintes sont imaginaires. Nos peurs sont seulement le produit de notre esprit et ils n'ont aucune existence réelle. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'échouer. Nos peurs ne sont réelles que dans la mesure où on laisse notre esprit les créer et notre corps les ressentir. Ce qu'il faut faire quand on a peur, c'est de passer à l'action. Le gagnant a aussi des peurs. Mais il ne laisse pas ses peurs l'immobiliser. Il passe à l'action malgré ses peurs. On dit d'une personne qui est occupée qu'elle n'est pas préoccupée. Il est impossible d'avoir peur si on demeure dans le présent et si on se concentre sur ce qu'on fait maintenant. On doit absolument retourner dans le passé ou envisager l'avenir pour connaître la peur. Il existe 3 types de personnes dans notre société. Le premier groupe, une toute petite partie de la population, organise et fait partie de la parade de la vie. Ils ont évidemment beaucoup de plaisir et ils s'amusent beaucoup. Il y a un second groupe, beaucoup plus nombreux, qui sont sur le bord de la route, immobiles et qui regardent passer la parade. Ils auraient le goût de joindre la parade, mais ils n'osent pas le faire.
Et finalement, il y a ce troisième groupe de gens qui sont malheureux, qui se plaignent constamment de leur sort et qui sont assis à la maison à ne rien faire et qui ne savent même pas qu'il y a une parade. Dans quel groupe voulez-vous faire partie? C'est une question de choix personnel. Mais les gens les plus heureux, les plus équilibrés et les plus accomplis de notre société font tous partie du premier groupe. Ils font partie de la parade de la vie. Ce sont des gens qui ont des rêves, mais surtout qui passent à l'action sur leurs rêves. Posez-vous cette question. Quelle action, si je la faisais immédiatement, pourrait avoir le plus grand effet bénéfique sur ma vie en général? Et peu importe votre réponse, faites-la maintenant. La quatrième habitude des gagnants est la confiance en soi. Supposons qu'il vous soit impossible d'échouer. Que tenteriez-vous de faire? Le plus grand déterminant qui indiquera ce que vous accomplirez dans la vie est votre perception de vous-même et votre confiance en vous. Les gagnants croient en leur succès. Ils sont absolument convaincus qu'ils peuvent réussir tout ce qu'ils entreprennent. Une des plus grandes découvertes de notre temps est que nos pensées déterminent notre destinée. Les plus grands changements dans la vie d'un individu arrivent lorsqu'il renonce à l'image négative de lui-même qui freinait sa progression et ses résultats. On a tous des conversations avec soi-même à tous les jours. Mais quel genre de conversation la plupart des gens ont-ils envers eux-mêmes? Dans 80% des cas, il s'agit de conversations négatives. Je suis bon à rien, c'est impossible, je pourrai jamais réussir, j'ai déjà échoué dans le passé et ça donne rien de recommencer. La personne la plus importante qui vous parlera toute votre vie est vous-même, alors faites bien attention à ce que vous vous dites. La plus importante et la plus négligée de toutes les conversations, c'est l'entretien que vous aurez avec vous-même. Tout ce que vous croyez avec conviction dans la vie va vous arriver. Par exemple, si vous vous dites et croyez qu'il est normal d'attraper une grippe à tous les hivers, si vous n'avez pas encore attrapé votre grippe cet hiver, ne soyez pas inquiet. C'est certain que votre grippe va arriver bientôt. De la même façon, tout ce que vous pensez à propos de vous-même, voilà ce qui indiquera votre destin. Une des conférences les plus populaires de tous les temps fut celle du regretté Earl Nightingale. Sa conférence s'intitulait « Le secret le plus étrange ». Et son secret était tout simplement « Vous devenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps ». Nightingale n'a pas été le premier à en parler. Jésus, Bouddha, Allah, Gandhi, Socrate, tous les grands leaders spirituels et tous les grands philosophes ont toujours eu le même message. Le message est clair. Si vous ne croyez pas pouvoir réussir quoi que ce soit, vous n'y réussirez jamais. Une belle opportunité se présentera à vous et vous ne saurez pas quoi faire avec. Henry Ford lui disait « Que vous croyez ou non en votre succès, vous avez raison. Que vous pensez réussir ou que vous pensez échouer, vous avez raison. Vos actions seront toujours en accord avec vos convictions profondes. » Une façon rapide de créer des résultats positifs dans votre vie est tout simplement de programmer votre esprit inconscient de pensées positives sous forme d'affirmations positives répétées à voix haute ou en silence. Commencez par faire une liste de toutes les qualités que vous aimeriez posséder et répétez cette liste avec conviction, comme si vous étiez déjà cette personne. Je suis une personne très responsable, je suis ponctuel, j'ai toujours une attitude positive quoi qu'il advienne. Votre attitude émotive face à votre avenir est de première importance. À moins de croire honnêtement que vous puissiez réussir ou vous imaginez en train de réussir dans votre esprit, vous ne pourrez jamais espérer concrétiser vos objectifs. Avant de réaliser quoi que ce soit à l'extérieur, vous devez d'abord l'accepter à l'intérieur. La majorité des gens ont un blocage mental qui les empêche de gagner plus que ce qu'ils valent en réalité. Pour gagner plus, il faut d'abord augmenter votre confiance en vous-même et commencer par y croire. Commencez par vous fixer des petits objectifs et accomplissez-les un à la fois. Vos victoires successives contribueront à augmenter votre confiance en vous. Lorsque vous croirez en vous-même à tel point que vous saurez que vous pouvez accomplir n'importe quoi, votre futur deviendra illimité. La vraie sécurité dans la vie ne vient pas d'un emploi sécure ou le fait d'avoir plein d'argent dans son compte en banque. La vraie sécurité vient plutôt de l'intérieur, à savoir sa confiance dans sa capacité à produire. En fait, les gens qui ne font que se vanter de leurs avoirs, comme leur grosse maison, leur grosse voiture, ou leur gros bateau, leur Rolex ou leurs vêtements signés Armani, c'est bien plus un synonyme de non-confiance en soi. Ces personnes veulent se faire apprécier pour les biens matériels qu'ils possèdent plutôt que pour ce qu'ils sont vraiment eux comme personnes. Pour conclure, il existe une proportion directe entre votre confiance en vous et votre réussite future. Le gagnant s'estime beaucoup et il croit qu'il possède le potentiel d'accomplir tout ce qu'il veut dans la vie.
Rappelez-vous que ce n'est pas ce que vous êtes qui vous retient, mais c'est plutôt ce que vous ne croyez pas être. Votre image personnelle et votre confiance en vous va déterminer les limites de vos accomplissements futurs. La 5e habitude des gagnants est la responsabilité. Tous les gagnants sont des personnes très responsables. Ils ont compris depuis longtemps qu'ils sont personnellement et totalement responsables à 100% pour tout ce qui leur arrive. Refuser de prendre ses responsabilités pour tout ce qui lui arrive est l'une des principales raisons pourquoi le perdant ne va nulle part avec sa vie. Même s'il possède des objectifs et des plans d'action pour y arriver, s'il n'est pas une personne responsable, il va abandonner quand les temps vont se faire plus durs. Il va toujours mettre la faute de ses échecs sur le dos des autres. Face à un échec, le gagnant ne met jamais la faute sur le dos des autres, surtout pas le gouvernement. Face à un échec, le gagnant se regarde toujours dans le miroir. Il ne se plaint pas à personne. Il accepte tous les compliments et toutes les critiques pour tout ce qui lui arrive. Il se concentre sur le futur et les solutions plutôt que sur le passé, les problèmes ou les personnes à blâmer. Le perdant, lui, pointe constamment les autres du doigt, comme pour se déresponsabiliser, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à chaque fois qu'il pointe quelqu'un du doigt, il y en a toujours 3 qui lui reviennent dans le visage. C'est une bonne indication de l'endroit où il devrait regarder en premier lieu, c'est-à-dire lui-même. Henry Ford disait « Ne vous plaignez pas et ne vous expliquez jamais ». Si on veut que les choses soient différentes dans notre vie, c'est à nous de les changer. Si on n'est pas prêt à les changer, alors on doit se taire et surtout pas se plaindre. En fait, personne n'aime entendre les autres se plaindre. 80% des gens s'en foutent carrément quand ça va mal pour vous. Et l'autre 20%, vous me demandez? Eh bien, ils s'en réjouissent que ça aille mal pour vous. Il existe un principe ou une loi universelle qui dit que dans la vie, on récolte exactement ce qu'on sème. On l'appelle aussi la loi de cause à effet, la loi d'action-réaction ou encore l'effet boomerang, c'est-à-dire que tout ce qu'on lance nous revient. Si on lance des messages de haine, c'est également de la haine qu'on va avoir en retour. Par contre, si on lance des messages d'amour, c'est également de l'amour qu'on aura en retour. Accepter sa responsabilité, ça veut dire faire de petits sacrifices maintenant pour pouvoir avoir beaucoup plus tard. Malheureusement, la plupart des gens ont tendance à tout vouloir tout de suite. On appelle ça le syndrome de la satisfaction instantanée. Par exemple, un jeune lâche l'école en secondaire 4 pour pouvoir travailler, s'acheter une voiture pour impressionner ses amis, spécialement les filles, au prix qu'à long terme, il va devoir se contenter d'emplois qui payent peu et qu'il n'aime pas. La vie nous redonne toujours ce qu'on mérite. Par exemple, on a tous le salaire qu'on mérite au centime près. On gagne tous exactement ce qu'on mérite par rapport à ce qu'on a semé dans le passé. Ce qui est le plus important, c'est de se demander, est-ce que je suis en train de semer présentement? Si vous avez de la difficulté à répondre à cette question, il y a de fortes chances pour que vos revenus n'augmentent pas dans les prochaines années. Le grand conférencier et philosophe américain Jim Rohn disait à cet effet, « Dans la vie, on doit être bon à l'une ou l'autre des deux choses suivantes, semer au printemps ou mendier à l'automne. » Une des pires erreurs qu'une personne puisse faire est de penser qu'elle travaille pour quelqu'un d'autre que pour elle-même. Tout le monde travaille à son compte. En fait, tous ceux qui réussissent pensent de cette façon. C'est ce que j'appelle le moi Inc. Le gagnant n'a comme patron que lui-même. Même s'il travaille pour une entreprise, il se voit comme une entreprise dans une entreprise. Il traite l'entreprise pour laquelle il travaille comme s'il s'agissait de sa propre entreprise. Je rencontre souvent des patrons dans le cadre de mon travail et j'aime leur poser la question à savoir les qualités qu'ils recherchent chez leurs employés. Ils me répondent presque tous: Patrick, ce que nous recherchons, ce sont des employés qui ont des qualités entrepreneuriales, des gens qui sont responsables et organisés, des gens proactifs qui savent où ils s'en vont et qui ont des objectifs et des plans d'action pour les réaliser. Nous cherchons des gens qui n'ont pas besoin constamment de se faire dire quoi faire. Nous cherchons des gens responsables et autonomes. La responsabilité est le facteur numéro 1 d'embauche pour ces patrons. En fait, vous êtes tous présidents de votre propre entreprise. Que vous ayez une entreprise enregistrée, incorporée ou que vous soyez seulement salarié, vous offrez toujours vos services à forfait pour l'entreprise qui généralement vous paye le mieux pour ce que vous faites. Les gens qui sont responsables n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire. Ils sont proactifs et prennent l'initiative de s'organiser, de se fixer des objectifs eux-mêmes, sans qu'on ait besoin de leur dire. Comme le font les entreprises. Imaginez une entreprise qui attendrait qu'on lui dise quoi faire, une entreprise qui attendrait que le téléphone sonne, ou encore une entreprise qui n'aurait pas d'objectif et qui ne saurait pas où elle s'en va. Qu'arrivera-t-il à cette entreprise? La faillite, évidemment. Les gens qui sont les mieux rémunérés dans notre société sont presque toujours des gens qui acceptent de prendre le plus de responsabilités.
Votre salaire, votre statut social, votre sécurité et votre succès vont toujours tendre à être égales au niveau de responsabilité que vous accepterez. Emerson disait « On peut juger la grandeur d'une personne par la grandeur de ses responsabilités ». La responsabilité et l'estime de soi vont ensemble. Un renforce l'autre. On se sent bien avec soi-même seulement quand on sent qu'on est en parfait contrôle de sa vie. Et accepter ses responsabilités, c'est être en contrôle de sa vie. Et plus on se sent en contrôle de sa vie, plus notre estime personnelle augmente. Si vous continuez de refuser d'accepter vos responsabilités, vous serez condamné à vivre des émotions négatives telles le stress, l'angoisse, la rancune et la frustration. Par contre, si vous acceptez vos responsabilités, si vous vous décidez de prendre contrôle de votre vie, vous vous sentirez beaucoup plus calme, plus confiant, plus positif envers vous-même et votre estime personnelle augmentera de façon considérable. La 6e habitude des gagnants est la discipline. La plupart des gens qui échouent dans leurs rêves n'échouent pas par un manque de compétences, mais par un manque d'engagement et de discipline personnelle. Je ne connais pas personne qui a réussi de façon significative qui n'était pas discipliné dans son domaine d'activité. Tous les gens qui ont réussi seront les premiers à vous le dire. Le secret magique du succès, c'est la discipline personnelle. En fait, si votre discipline était égale à vos rêves, vous pourriez faire tout ce que vous voulez dans la vie. Qu'est-ce que la discipline? Eh bien, la discipline, c'est de faire de façon constante et régulière ce qu'on sait devoir faire, même lorsque ça ne nous tente pas. Et ce, peu importe les efforts que ça demande, peu importe les circonstances, les difficultés, les obstacles à surmonter. C'est ici qu'on sépare les gagnants des perdants. La discipline, c'est en fait le pont entre la pensée et l'accomplissement. C'est de passer de la parole à l'action. La discipline, c'est tout simplement de s'imposer des règles de conduite à soi-même jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats souhaités. Pour être discipliné, il faut tout d'abord savoir exactement ce qu'on veut et pourquoi on le veut. La discipline vient facilement à la personne qui a un objectif obsédant. Nos raisons doivent être assez fortes pour nous engager vers l'accomplissement de nos buts. C'est seulement nos pourquoi qui vont nous donner la discipline nécessaire pour réaliser nos objectifs. Si par exemple vous fixez comme un objectif de perdre du poids et de retrouver votre forme, vous devrez, entre autres, aller régulièrement au centre sportif et suivre un programme d'exercice qui vous demandera beaucoup de discipline personnelle. Une fois l'enthousiasme des 2 premières semaines passées, ça ne vous dira peut-être pas toujours d'aller vous entraîner au centre sportif, mais vous choisirez d'y aller quand même. C'est ça la discipline. Les gagnants sont des personnes très disciplinées. Qu'ont en commun 171 des présidents des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis? Ils ont tous déjà été dans l'armée. Qu'est-ce qu'on enseigne dans l'armée? Eh oui, la discipline. La discipline vous conduira directement au succès. Un manque de discipline, par contre, vous conduira directement à l'échec. La discipline personnelle a toujours été et sera toujours un ingrédient essentiel au succès financier et au bonheur de n'importe quelle personne. Napoléon Hill est un homme qui a consacré toute sa vie à étudier et interviewer des gens qui avaient beaucoup de succès. Monsieur Hill en est venu à la conclusion que parmi toutes les qualités qu'il avait observées chez les gagnants, si une personne en venait qu'à maîtriser une seule de ces qualités, elle pouvait réussir presque tout ce qu'elle voulait dans la vie. Et cette qualité, eh bien, c'est la discipline personnelle. Les athlètes olympiques m'ont toujours fasciné. Ce que j'admire le plus chez ces gens, c'est le fait qu'ils sont de merveilleux exemples de discipline personnelle. Ils se lèvent très tôt à tous les matins pendant des années et des années pour s'entraîner avant même de prétendre un titre olympique. Et quand ils y arrivent, ce que les gens voient à la télévision, c'est seulement 1 minute ou encore 10 secondes d'effort concentré. Mais personne ne voit les milliers d'heures d'entraînement et de préparation que ça a pris pour se rendre là. Ça prend vraiment une discipline de fer pour arriver un jour à compétitionner à ce niveau. Ça prend 10, parfois 15 ans d'efforts avant d'en arriver là. Même si quelqu'un possède un talent naturel dans un certain sport, son talent ne pourra l'amener qu'à un certain niveau. Pour se rendre jusqu'au bout, l'athlète doit dépasser ses limites en s'entraînant quotidiennement et en faisant preuve d'une discipline exemplaire. Les athlètes olympiques ont compris que la volonté de gagner est importante, mais que la volonté de se préparer pour la victoire est vitale. Ils ont appris à se concentrer sur le résultat final qu'ils veulent obtenir, en l'occurrence la médaille d'or, plutôt que sur les efforts et les sacrifices que ça va prendre pour se rendre là. Pour progresser vers l'accomplissement de vos rêves, vous devrez passer à l'action de façon régulière sur le plan que vous aurez décidé de suivre. Le succès n'est ni magique ni mystérieux. Le succès est une conséquence naturelle qui vient de l'application constante de principes fondamentaux. Et vous devrez appliquer les fondamentaux à tous les jours.
Par exemple, manger 7 pommes le dimanche soir au lieu d'en manger une à tous les jours ne fera pas l'affaire. Être discipliné est de développer de bonnes habitudes. Une bonne habitude peut être la meilleure des servantes qui soit afin de nous aider à atteindre de nouveaux sommets. Une mauvaise habitude, par contre, peut s'avérer être la pire des maîtresses et nous interdire tout progrès. Samuel Johnson disait « Les chaînes de l'habitude sont généralement trop légères pour qu'on s'en rende compte de leur présence, jusqu'à ce qu'elles deviennent trop lourdes pour être rompues. » En terminant sur la discipline, il est bon de vous rappeler qu'il vous sera impossible d'avoir du succès dans la vie sans discipline personnelle. La discipline, c'est vraiment de faire aujourd'hui ce que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire afin d'obtenir demain les récompenses que la majorité des gens n'obtiendront jamais. La 7e habitude des gagnants est l'attitude positive. Ce ne sont pas vos aptitudes, mais plutôt votre attitude qui déterminera votre altitude dans la vie. 85% de tout ce que vous accomplirez en ce qui concerne votre futur, votre travail et vos relations interpersonnelles sera le résultat de votre attitude. 15% seulement va relever de vos aptitudes. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous savez faire qui compte le plus, mais plutôt votre façon de vous comporter qui va déterminer jusqu'à quel point vous irez loin dans la vie. Avoir une attitude positive est un facteur déterminant pour réussir et une condition préalable essentielle pour progresser dans la vie. Sur le chemin qui vous amènera vers la réalisation de vos objectifs, vous allez rencontrer plusieurs embûches. Ça n'ira pas toujours exactement comme vous l'aviez prévu. Votre attitude ou votre façon de réagir lors de ces moments difficiles va faire toute la différence. Parce que ça n'ira pas toujours bien, ça vous prend une bonne attitude pour réussir dans la vie. On pourrait définir l'attitude positive comme une prédisposition à réagir d'une façon favorable face à une certaine situation qui nous arrive à tout moment. L'attitude, c'est la façon dont on interprète les différentes circonstances de la vie. Avoir une bonne attitude positive, par exemple, c'est de faire un sourire lorsque vous avez le goût de faire un soupir. Votre attitude envers la vie déterminera l'attitude de la vie envers vous. Le monde dans lequel vous vivez sera toujours le miroir de votre propre attitude. Malheureusement, vous ne pouvez pas toujours contrôler les choses désagréables qui vous arrivent à tous les jours, comme la circulation ou la météo par exemple, mais vous pouvez toujours par contre contrôler votre façon de réagir à ce qui vous arrive. En fait, il arrive la même chose aux gagnants qu'aux perdants. C'est tout simplement leur façon de réagir qui est différente. J'entendais l'autre jour l'histoire de 2 jumeaux qui avaient été élevés par un père drogué, alcoolique et qui battait constamment leur mère. Les 2 enfants ont été séparés à l'adolescence pour aller vivre chacun à l'autre bout du pays. Bien des années plus tard, on a fait une étude pour savoir ce qu'il advenait de ces enfants qui avaient été élevés dans ce genre de milieu familial. Et ce qu'on a découvert est plutôt intéressant. Un des 2 frères en question était devenu tout à fait comme son père, drogué, alcoolique et batteur de femmes, tandis que son frère jumeau, lui, était devenu tout à fait le contraire. Il réussissait très bien sa vie, il était juge, marié à une femme qui l'adorait. Il avait 3 enfants qui réussissaient très bien à l'école, il était en parfaite santé, il n'avait aucune dépendance et il était très respecté dans sa communauté. On a posé aux 2 enfants, qui étaient maintenant devenus des adultes, la même question, à savoir pourquoi ils étaient devenus ce qu'ils étaient devenus aujourd'hui. Et les 2 ont répondu exactement la même chose. Quoi d'autre aurais-je pu devenir avec le père que j'ai eu? Incroyable! Cette histoire nous démontre bien que l'attitude, c'est vraiment notre façon de réagir à ce qui nous arrive, peu importe nos conditions. Le gagnant a compris que ce sont ses décisions et non pas ses conditions qui déterminent sa situation. Un échec n'est qu'un échec que si vous l'interprétez de cette façon. Le gagnant a appris à voir ses revers comme des opportunités pour grandir. Il a compris que tout dans la vie arrivait pour une raison. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'hasard. Si une malchance lui arrive, c'est que ça devait lui arriver. Devant un problème, le perdant se dit « Pourquoi moi ?» Le gagnant lui se dit « Si ça m'arrive, c'est que ça devait m'arriver. Quelle leçon dois-je en tirer ?» Les gagnants tirent toujours des leçons de leur expérience. Quand on croit qu'il existe une raison pour chaque difficulté qui nous arrive dans la vie, notre état d'esprit est complètement différent de la majorité des gens. On entre à ce moment dans un tout nouveau monde de possibilités et d'occasions. On réalise que notre situation actuelle nous sert dans une certaine mesure, peu importe qu'il s'agisse d'un détour sur notre chemin ou d'une leçon qu'on pourrait utiliser plus tard dans notre vie. Lorsqu'on comprend qu'une bosse sur notre chemin est soit un obstacle ou soit une opportunité et que la réponse dépend de nous, notre vie change à jamais.
C'est facile de se donner des excuses pour nos échecs. Ah, j'ai été élevé dans la pauvreté, j'ai jamais eu ma chance, moi, ou encore, c'est la faute de l'économie ou du gouvernement. Mais en réalité, ce n'est jamais la faute des événements. C'est toujours de notre faute. Il y aura toujours des difficultés et c'est notre attitude envers ces difficultés, plutôt que les difficultés elles-mêmes, qui vont décider de notre réussite ou de notre échec. La vie ne consiste pas à avoir toutes les bonnes cartes dans les mains, mais plutôt à bien jouer celles qu'on a entre les mains. Avoir une bonne attitude nous est surtout utile lorsqu'on tombe sur des journées qui vont plus mal que d'autres. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre ce genre de journée? J'ai absolument aucune idée. C'est la vie. La vie est faite de hauts et de bas, comme des montagnes russes. Si on a des bas, ça doit être pour mieux apprécier les bons moments qu'on a, je présume. Mais une chose est certaine, on a tous à vivre des moments plus difficiles que d'autres à un moment ou l'autre de notre vie, et c'est notre attitude qui nous aidera à passer à travers ces moments. Les gens les plus heureux de notre société ne sont pas des gens qui ont tout ce qu'il y a de mieux, ce sont des gens qui font du mieux avec ce qu'ils ont. Comment faire pour conserver une bonne attitude? Il existe évidemment plusieurs moyens, mais un des meilleurs conseils que j'ai reçus est de cesser de lire les journaux négatifs en se levant le matin et d'aller se coucher le soir avant le bulletin télévisé. On empêche ainsi au négatif de pénétrer dans notre subconscient. Pour conclure sur l'attitude, dites-vous qu'une attitude positive n'est pas suffisante pour faire arriver les choses. Mais les choses ont toutefois beaucoup plus de chances de se réaliser si vous avez une attitude positive plutôt que négative. Rappelez-vous enfin que ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais plutôt l'interprétation que vous en faites. On dit que l'attitude est contagieuse. Est-ce que la vôtre mérite d'être attrapée? La 8e habitude des gagnants est l'intégrité. Certaines personnes croient à tort que s'ils réussissent, ils forcent d'autres à échouer. Que s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils en privent d'autres et que s'ils veulent devenir riches, ils doivent être malhonnêtes. Évidemment, tout ça est faux. Pour réussir à long terme dans la vie, il faut être très honnête. Pourquoi? Parce que la malhonnêteté finit toujours par nous rattraper à court, à moyen ou à long terme. Si vous possédez une entreprise, par exemple, et que vous trompez un de vos clients, quand ce dernier va se rendre compte de la supercherie dont il a été victime, en plus de ne plus jamais revenir chez vous, il va parler en mal de vous et ce à 12 personnes en moyenne. Il est impossible de réussir à long terme en affaires ou dans quoi que ce soit d'autre sans développer une solide réputation pour son honnêteté et son intégrité. Il est d'une extrême importance de toujours dire la vérité à vos clients. Quitte à perdre une vente à court terme, vous gagnerez un client pour la vie. Le gagnant a compris qu'une réputation, c'est comme une allumette. Ça ne brûle qu'une seule fois. En réalité, il y a très peu de gens d'affaires malhonnêtes et ceux qui existent ne durent pas très longtemps. Apprendre que j'aurai à mon emploi un employé productif mais malhonnête, je le mettrai à la porte au plus vite. Parce qu'à moyen terme, je sais que je risquais de le payer très cher. Les relations interpersonnelles ainsi que les relations d'affaires sont basées sur la confiance. Et on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qui est malhonnête. L'intégrité est un facteur clé de réussite pour tous les gens et toutes les entreprises gagnantes. Être intègre, c'est de vouloir aider son client à réussir son achat. Pour le gagnant, la rigueur morale prime sur le résultat final. Pour être fier de l'argent que l'on gagne, il faut se sentir irréprochable dans chacune de ces transactions qu'on fait avec nos clients. L'outil de persuasion le plus important que vous possédez avec les autres est votre intégrité. L'intégrité est en fait la fondation sur laquelle toutes les autres valeurs sont bâties. Si les gens perçoivent en vous un once de malhonnêteté, peu importe ce que vous leur direz, ils ne vous croiront pas. Lorsque je pense à l'intégrité, j'aime me rappeler cette citation de Mark Twain qui disait « Vivez une telle vie d'intégrité que lorsque vous décéderez, même le croque-mort sera désolé. » Être honnête, c'est de faire sans témoin ce qu'on ferait devant tout le monde. Peu importe ce que vous faites, agissez toujours comme si le monde entier vous regardait. L'être humain est ainsi fait qu'il n'est réellement heureux que lorsqu'il a la conscience en paix. Si jamais vous doutez d'une action quelconque, la règle est simple, abstenez-vous. L'intégrité, ça commence par la relation qu'on entretient avec soi-même. Si vous n'êtes pas capable d'être honnête envers vous-même, comment pouvez-vous espérer que les autres soient honnêtes envers vous? En fait, vous désirez savoir si une personne est vraiment honnête? Très simple, amenez-la jouer au golf et observez si elle compte tous ses coups. Si cette personne n'est pas honnête envers elle-même, elle risque également de ne pas l'être envers vous. Tout petit, ma mère nous a donné une grande leçon à mon frère et moi. Un jour, alors qu'il ne restait qu'un morceau de gâteau à partager entre nous deux, elle a demandé à mon frère ou à moi de couper le morceau de gâteau en deux et de laisser l'autre choisir en premier.
Nous avions tout intérêt à ce que le morceau soit coupé de façon vraiment égale. Ma mère avait donc une belle définition de l'honnêteté. Selon elle, être honnête, c'est de couper un morceau de gâteau en deux et laisser l'autre choisir en premier le morceau qu'il veut. Le gagnant est un modèle d'intégrité pour les autres. Il ne dit pas simplement aux autres quoi faire, mais il le fait. Il commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. Ensuite, il l'enseigne. Certaines personnes disent à leurs enfants d'être honnêtes et intègres, mais leurs actions prouvent le contraire. Ils disent à leurs enfants de respecter la loi, mais ils vont à 150 km/h sur l'autoroute. Ils ont des détecteurs de radar dans leur voiture et de temps à autre, ils brûlent leur arrêt stop. Ils disent à leurs enfants d'être honnêtes, mais ils réclament plus aux assurances que le montant pour lequel ils se sont fait réellement voler. Ils disent à leurs enfants de toujours dire la vérité, mais quand quelqu'un leur demande au téléphone, ils font dire qu'ils sont absents. Les parents agissent ainsi et un jour sont surpris d'apprendre que leur fils ou leur fille vient de se faire arrêter pour un vol à l'étalage au dépanneur du coin. Qui apprend à être malhonnête dans les petites choses aujourd'hui risque également de l'être dans les grandes choses demain. Donnez toujours l'exemple aux gens qui vous entourent, que ce soit vos collègues de travail, vos amis ou encore vos enfants. Ne faites jamais rien que vous ne soyez prêt à expliquer à la télévision. Pour terminer, être honnête, c'est d'être capable de vous regarder dans les yeux du miroir de votre salle de bain à tous les matins et de vous dire que vous vivez selon vos propres valeurs. Être intègre, c'est d'être soi-même, peu importe où on est et peu importe avec qui on est. Le gagnant ne compromet jamais son intégrité, pour rien ou pour personne au monde. C'est aussi valable dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. C'est indissociable. Le gagnant agit toujours comme s'il avait des caméras de télévision braquées sur lui en tout temps. Il est sans reproche, il est bien dans sa peau et quand il se couche le soir, il dort en paix sur ses deux oreilles. La 9e habitude des gagnants est son cercle d'influence. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Donnez un poisson à un homme et vous le nourrirez pour une journée. Apprenez-le à pêcher et vous le nourrirez pour la vie. » Le gagnant, lui, s'entoure de gens qui peuvent lui apprendre à pêcher, des gens qui réussissent déjà, des modèles d'excellence de qui il peut apprendre leurs secrets. Il les observe, leur pose des questions et il fait comme eux, en y ajoutant sa touche personnelle, et lui également finit par réussir. Il ne sert à rien de réinventer la roue. Il existe un paquet de gens qui ont réussi avant nous et de qui on peut apprendre. Les gens qui réussissent et qui ont du succès ne sont pas simplement chanceux. Ils suivent certaines stratégies pour atteindre leur but. Des stratégies qui les aident, par exemple, à maintenir des relations interpersonnelles enrichissantes et durables, à bâtir des fortunes et à vivre de façon plus équilibrée. Si vous voulez accomplir des choses que vous n'avez jamais accomplies avant, vous vous devez de devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été auparavant. Et un des facteurs qui influence le plus le genre de personne que vous deviendrez dans le futur est votre environnement de soutien, votre cercle d'influence ou, si vous préférez, les gens que vous laissez entrer dans votre vie sur une base régulière. On a tous été façonnés en grande partie par la façon dont nos parents, nos amis, nos professeurs et nos collègues de travail ont agi et réagi avec et envers nous. Plusieurs des qualités des traits de personnalité qu'on possède, c'est-à-dire nos valeurs, nos convictions, nos intérêts et nos buts, sont le résultat des gens qu'on fréquente. Mais très peu de gens se sont déjà arrêtés pour prendre conscience du genre de personnes qui les entourent quotidiennement. Certaines influences sont très positives alors que d'autres, par contre, sont très toxiques. La bonne nouvelle est qu'ultimement, on a tous le choix de fréquenter ou non les personnes qu'on fréquente. Ne vous associez jamais à des gens qui se complaisent dans ce qu'ils font. Vous ne grandirez jamais. Associez-vous plutôt à des gens qui ont de grandes attentes envers eux-mêmes. C'est ainsi que vous grandirez. Si vous désirez devenir un gagnant, fréquentez des gagnants. Prenez-vous d'amitié avec des gens qui vous aideront à apprendre et à grandir. Le genre de personnes qui vous aideront à élever votre conscience et vos standards à propos de vous-même. Au fil des années, le gagnant s'est bâti une équipe de gens qui peuvent l'aider, le soutenir et qui l'encouragent dans ses projets. Des gens honnêtes et sincères, des gens qui ont confiance en eux et qui savent donner confiance aux autres, des gens enthousiastes, optimistes et ambitieux qui ont des spécialisations similaires ou différentes. Ensemble, le groupe peut ainsi résoudre des problèmes qu'aucune personne ne pourrait résoudre par elle-même. Le gagnant cherche toujours la compagnie d'autres gagnants. Ils jouent au golf, ils vont au restaurant ensemble, ils en profitent pour échanger sur leurs bons et leurs mauvais coups. Ils font partie de plusieurs associations et ils s'impliquent sur plusieurs comités. Lorsque vous commencez à vous tenir avec des gagnants, sans même vous en apercevoir, vous vous mettez à absorber leur assurance. Petit à petit, vous vous sentez inspiré et motivé vers des niveaux de réalisation plus élevés. Il est très important de bien choisir ses relations.
Le gagnant fréquente seulement des gens positifs, qui ont confiance en eux, des gens qui désirent réussir et qui réussissent déjà dans leur domaine d'activité. Le gagnant ne se gêne pas pour abandonner d'anciens amis qui n'ont pas évolué et qui ne lui apportent plus rien. Il n'hésitera pas à abandonner les gens qui ne l'encouragent pas dans ses rêves. En fait, il fuit les voleurs de rêves. On acquiert une bonne part de notre façon de penser, de nos manières, de nos habitudes des gens qu'on fréquente. Si on fréquente des gens qui pensent que tricher un peu n'est pas grave, eh bien, nous aussi, on pourrait être persuadés à la longue de couper les coins ronds de temps à autre. On a demandé à des criminels en prison avec qui ils étaient la première fois qu'ils avaient commis leur premier crime ou la première fois qu'ils avaient pris de la drogue. Ils nous ont tous répondu, sans exception, « J'étais avec un ami ». Les gens qu'on laisse entrer dans nos vies sont d'une importance capitale. Leur influence sur nous peut être dévastatrice. Ces personnes peuvent même vous transmettre leur maladie. Eh oui, leur maladie. Vous connaissez la maladie la bébite mangeuse de chair? Eh bien, il existe une autre maladie encore beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse qui s'appelle la bébite mangeuse de rêve. Maladie beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse dans le sens que ce sont les gens proches de nous, nos parents, nos amis, nos collègues de travail qui peuvent nous la transmettre. Combien de fois par le passé vous êtes-vous fait dire « Ben voyons donc, tu rêves en couleur ». La prochaine fois que quelqu'un vous fera cette remarque, répondez-lui « Vaut mieux rêver en couleur que de rêver en noir et blanc ». Et pour certaines personnes, ce qui est encore plus malheureux, c'est qu'ils n'ont même pas de rêve. En fait, les seules personnes avec qui vous devriez partager vos rêves, ce sont des gens qui ont également des rêves à réaliser. La règle à ce sujet est simple. Si vous désirez voler comme un aigle, ne vous tenez pas avec des dindons. En terminant cette section, rappelez-vous que le gagnant s'entoure d'autres gagnants. Il fuit les voleurs de rêve et il n'essaie pas de réinventer la roue. Il apprend plutôt de l'expérience des autres. Il possède des mentors directs et des mentors indirects. Il applique les principes qu'il apprend de ces derniers à sa propre vie en y ajoutant sa touche personnelle et lui également réussit à acquérir santé, bonheur et prospérité. La 10e habitude des gagnants est qu'il est un expert dans les relations interpersonnelles. Saviez-vous que plus de 80% des gens qui sont remerciés de leur travail le sont par manque d'habileté à bien communiquer et à s'entendre avec leurs collègues? Votre habileté à bien vous entendre avec les autres au travail et à la maison va déterminer votre succès et votre bonheur futur autant que n'importe quel autre facteur. Voici à cet effet quelques principes de relations humaines qui étaient vrais il y a 1000 ans, qui sont encore vrais aujourd'hui et qui le seront encore dans 1000 ans. Le premier principe de relation interpersonnelle est que tout le monde aime parler de soi. Je n'ai jamais rencontré personne qui n'aime pas parler ou entendre parler d'elle-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle bien des gens vont voir un médecin alors qu'ils n'auraient simplement besoin que d'un confident. Peu de gens vont prendre l'initiative de parler d'eux-mêmes. Mais si quelqu'un leur pose des questions spécifiques à savoir comment vont leurs affaires, leur vie amoureuse, leur santé ou leur passe-temps préféré, ça va leur faire un grand plaisir d'en parler. Donc, une des premières choses que vous pourriez faire afin de bien vous entendre avec votre entourage, c'est de commencer par s'intéresser sincèrement à eux, en leur posant des questions sur leur personne et leur centre d'intérêt et en pratiquant l'écoute empathique. Le gagnant essaie toujours de trouver des intérêts communs avec la personne avec qui il interagit, comme par exemple l'endroit de la résidence, des amis communs, les sports, les loisirs, les passe-temps, les voyages, la nourriture ou toute autre expérience spéciale. Si le gagnant est plus intime avec son interlocuteur, il lui demandera comment vont sa famille, ses enfants, sa santé, quels sont ses projets dans les semaines ou les mois à venir. Dans un contexte d'affaires, le gagnant se fait un devoir de toujours demander à son interlocuteur comment il ou elle a débuté son entreprise ou qu'est-ce qui a amené cette personne au poste qu'elle ou qu'il occupe présentement. Tout le monde aime parler de soi et les gens apprécient énormément lorsqu'on s'intéresse à eux. Ce principe qui veut que tout le monde aime parler de soi est fondamental si on veut bien s'entendre avec les autres. Dale Carnegie, dans son fameux livre « Comment se faire des amis et influencer les autres », un des meilleurs livres que j'ai lu personnellement, a écrit « Vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous pourriez vous en faire en 2 ans en essayant d'être intéressant. » Ce qui revient à dire que la plupart des gens ne s'intéresseront jamais à vous tant qu'ils ne sentiront pas que vous vous intéressez d'abord à eux. Un deuxième principe de relation interpersonnelle fondamentale est que tout le monde aime se sentir important. Le besoin de se sentir apprécié et d'être reconnu est le sentiment le plus profond de la nature humaine. S'il existe une chose que les gens veulent plus encore que le sexe et l'argent, et oui, c'est le besoin de se sentir important et d'être reconnu. Ce besoin est tellement puissant chez les êtres humains que certaines personnes vont même jusqu'à mourir pour être reconnues. Qu'on pense seulement aux pilotes kamikazes durant la guerre. Ils allaient jusqu'à se suicider pour être reconnus comme héros dans leur pays.
Tout le monde aime être reconnu et valorisé pour ce qu'ils font comme travail et pour ce qu'ils sont comme individus. Bien souvent, les gens qui souffrent d'un manque de motivation souffrent plutôt d'un manque d'appréciation. Une des premières choses à faire pour que les gens se sentent importants est d'utiliser leur nom lorsqu'on s'adresse à eux. Non pas un nom qu'on aimerait qu'il ait, du style capitaine, matelot, chef, champion, patron, boss, le grand, la grande ou encore la petite madame. C'est très insultant et irrespectueux d'agir ainsi. Si le gagnant ne se rappelle pas du nom d'une personne, il l'admet immédiatement. « Bonjour, excusez-moi, mais votre nom m'échappe. Moi, c'est Patrick. C'est quoi déjà votre nom? » En agissant ainsi, l'autre personne ne se sent pas vexée du tout. Et en plus, vous lui faites un petit cadeau. Vous lui faites un petit cadeau dans le sens que vous lui rappelez votre nom. Vous lui sauvez la face ainsi puisqu'il a de fortes chances pour que l'autre personne également ne se rappelle pas de votre nom. Un autre point important est de faire attention lorsqu'une autre personne nous parle, de bien la regarder dans les yeux. La nature humaine est ainsi faite que si une personne ne nous regarde pas lorsqu'on lui parle, on ne se sent pas écouté. Une des choses les plus importantes que vous pourriez faire afin que les autres se sentent importants est de les louanger, les complimenter et les valoriser de façon sincère. C'est en fait le plus beau cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un et ce qui est merveilleux, c'est que ça coûte absolument rien. En fait, parlez à un homme de lui-même et il vous écoutera pendant des heures. La reconnaissance est l'outil de motivation le plus puissant que je connaisse. J'insiste ici par contre sur le mot « sincère », parce que si un compliment n'est pas sincère, ça va se sentir. Et il existe plusieurs choses qu'on peut complimenter ou admirer chez une personne. On peut complimenter par exemple des lieux physiques, comme un bureau bien décoré, des objets de fierté, une belle voiture, un trophée, des vêtements, des attributs physiques comme une nouvelle coupe de cheveux ou encore des accomplissements, des idées, des comportements ou des traits de caractère. Que ce soit dans les relations professionnelles ou personnelles, le gagnant cherche toujours le bien dans chaque personne. Au lieu de s'efforcer à voir les fautes, il se force à attraper les gens lorsqu'ils font quelque chose de bien. Et quand ça se produit, il les complimente immédiatement, et en public si possible. La personne qui se fait ainsi complimenter voit son estime personnelle augmenter dramatiquement. De plus, cette même personne a maintenant une réputation à mériter. Toutes ses actions futures vont faire en sorte qu'elle soit à la hauteur de cette même réputation. Le troisième grand principe de relation interpersonnelle, c'est que tout le monde aime avoir raison. Le gagnant évite toujours d'exprimer ses opinions sur des sujets de nature personnelle, comme la religion, le sexe, la race, la politique ou les syndicats. C'est ce qu'on appelle les sujets glissants. Tout le monde a son opinion là-dessus. En évitant de parler de ces sujets, le gagnant évite toute controverse. Un autre point important afin de gagner la sympathie des autres est qu'il ne faut jamais argumenter et imposer ses idées à son interlocuteur. Le gagnant a compris que les sarcasmes et les insultes n'ont jamais convaincu personne. En agissant ainsi, il est conscient qu'il va peut-être gagner la bataille, mais qu'il va sûrement perdre la guerre. C'est-à-dire qu'il va sûrement gagner son argument, mais qu'il va sûrement perdre la sympathie de l'autre à son égard. S'obstiner ne sert qu'à brûler son énergie et celle des autres. On obtient peu en s'opposant, mais bien davantage en concédant. Il existe évidemment plusieurs autres principes de relations interpersonnelles à part les trois mentionnés ici. Par exemple, il est évident qu'un sourire sincère et les mots « s'il vous plaît » et « merci » peuvent vous ouvrir toutes les portes. Mais ce qui importe le plus, ce qui est le plus important à retenir, c'est que tout le monde aime parler de soi, se sentir important et avoir raison. Imaginez avoir tout l'or du monde et n'avoir personne avec qui le partager. Quelle tristesse! Prenez grand soin de vous entendre avec votre entourage, car les gens que vous aimez et estimez et qui vous aiment et qui vous estiment en retour est la vraie mesure du succès et du bonheur dans la vie. La 11e habitude des gagnants est la formation continue. 10% des personnes les plus riches en Amérique contrôlent 68% de la richesse totale. Votre ambition n'est peut-être pas de devenir millionnaire ou milliardaire, mais certainement d'améliorer votre situation financière afin d'assurer une sécurité pour vous-même et pour vos proches. Et votre bien-être futur, en grande partie, va être déterminé par votre volonté à toujours vouloir vous améliorer dans ce que vous faites. Tous les grands accomplissements de ce monde ont été précédés par des milliers d'heures de préparation ordinaire que personne n'a jamais vues. On peut facilement prédire le succès d'un individu seulement qu'en observant la façon dont il occupe ses temps libres. Une personne qui dort 8 heures par jour et qui travaille 40 heures par semaine dispose de 72 heures par semaine de temps libre. Son avenir va dépendre en très grande partie de ce qu'elle fait de ces 72 heures par semaine. Plusieurs personnes prévoient chaque mois un montant d'argent pour le loyer, l'électricité, le téléphone, la nourriture, les sorties, mais ils oublient de prévoir un montant pour leur développement personnel.
Leur frigo est plein de nourriture pour leur estomac, mais leur bibliothèque ne contient aucune nourriture pour leur mental. Ils ont de l'argent à dépenser dans les restaurants chics, les vêtements de couturier, les voitures sport, les voyages, la cigarette, la boisson, mais pas pour investir dans leur propre formation. Les gens dépensent 1000, 2000 $ par année pour l'extérieur de leur tête, mais combien d'argent est-ce qu'ils investissent à l'intérieur? On me dit parfois, « Patrick, j'aimerais bien prendre des cours de formation, mais la formation, ça coûte cher. » Je leur réponds que oui, c'est vrai que la formation coûte cher, mais je leur réponds également, « Avez-vous pensé au coût de votre ignorance? » Ce qu'on ne sait pas peut parfois nous coûter très cher. En règle générale, lorsque vous déboursez de l'argent en haut des épaules, c'est un investissement. En bas des épaules, c'est une dépense. Une des plus grandes erreurs qu'on peut faire, c'est de croire que notre éducation est terminée une fois qu'on est sorti de l'école. Une des choses les plus tristes à entendre est un gradué qui termine l'école et qui dit « Dieu merci, l'école est terminée, jamais plus je n'ouvrirai un livre de ma vie ». La personne qui cesse de grandir commence souvent à grossir. L'éducation du gagnant ne se termine pas quand il reçoit son diplôme. L'éducation est pour lui un processus continu pendant toute sa vie. Le gagnant ne cesse jamais d'étudier, d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Une autre erreur fréquente est de croire que notre éducation est la responsabilité de notre employeur ou quiconque d'autre. Peu importe si vous avez la chance d'être formé par votre employeur ou non, vous êtes à 100% responsable d'améliorer vos propres compétences. Apprendre à mieux vivre, à être plus heureux, à s'estimer davantage, ça n'a pourtant pas de prix. S'améliorer, investir du temps et de l'argent pour soi-même, c'est le meilleur placement qu'une personne puisse faire. Benjamin Franklin disait à ce sujet, « Nul ne peut voler l'argent de celui qui l'a mis dans sa tête. » Vous pouvez perdre votre emploi, votre maison et même tous vos avoirs, mais ce que vous aurez ajouté à votre personnalité, personne au monde ne pourra jamais vous l'enlever. Une autre citation que j'aime beaucoup de Benjamin Franklin est la suivante. Prenez l'argent qui est dans votre portefeuille et investissez-le dans votre esprit. Et en retour, votre esprit remplira votre portefeuille. Comme pour les membres de notre corps, nos facultés mentales rapetissent et s'atrophient si on ne les utilise pas. Comme pour votre voiture dans laquelle vous mettez de l'essence à toutes les semaines pour qu'elle continue à avancer, vous devez également remplir votre esprit de connaissances et d'informations nouvelles régulièrement pour vous permettre à vous également d'avancer vers la réalisation de vos objectifs. Il existe principalement 3 outils que le gagnant utilise pour sa formation continue. Premièrement, les cassettes ou les CD de formation. Plusieurs personnes invoquent souvent un manque de temps pour ne pas faire de la formation continue. Ce qui est merveilleux avec les cassettes ou les CD de formation, c'est que vous pouvez apprendre sans sacrifier du temps ailleurs. Les gens font en moyenne de 20 à 25 000 km par année dans leur voiture. C'est-à-dire qu'ils passent entre 700 et 1000 heures par année derrière leur volant, à avoir les mains occupées pendant que leur tête ne l'est pas. Tout ça se traduit par l'équivalent de 18 à 25 semaines de 40 heures. Si vous prenez l'habitude, par exemple, d'écouter des cassettes ou CD de formation dans votre voiture 15 minutes le matin en allant travailler et 15 minutes le soir en retournant à la maison, vous aurez presque l'équivalent de 2 sessions d'université par année. Le deuxième outil de formation continue est la lecture. Le gagnant est un lecteur assidu. Il lit environ 20 livres par année, mais il fait toutefois bien attention à choisir ses lectures. Il lit plusieurs types de livres, mais principalement des ouvrages qui l'aident à avancer dans sa carrière et dans sa vie. L'adulte moyen lit malheureusement moins d'1 livre par année. Après qu'ils ont terminé leur secondaire, seulement 1 personne sur 7 va acheter un livre dans une librairie, et 58% ne finiront jamais de lire un livre non fictif. Moins de 10% de la population seulement lit de façon régulière, et environ 80% de tous les livres vendus dans les librairies sont achetés par moins de 20% de la population. Et bien sûr, il s'agit du 20% de la population qui réussit le mieux. Je vous conseille de prendre l'habitude de lire une demi-heure par jour, soit 15 minutes le matin avant de commencer votre journée et 15 minutes le soir avant d'aller vous coucher. Si vous adoptez cette nouvelle habitude, vous lirez 1 livre par semaine, 4 livres par mois, 50 livres par année, soit environ 500 livres après 10 ans. Dites-moi, si vous lisez 500 livres dans les 10 prochaines années, pour vous améliorer personnellement et professionnellement, alors que la moyenne des gens lisent moins d'1 livre par année, est-ce que vous ne croyez pas que ça pourrait vous donner un avantage décisif sur les autres? En fait, si vous ne lisez pas, vous n'êtes pas mieux qu'une personne qui ne sait pas lire. Le troisième outil de formation continue sont les séminaires de formation. Le gagnant assiste à au moins 3 ou 4 séminaires de formation par année. S'il travaille dans une entreprise, il prend tous les cours qui lui sont offerts à l'interne. Et si jamais l'entreprise qui l'embauche ne veut pas défrayer un cours qu'il veut prendre à l'extérieur, il le paie lui-même avec son argent personnel, parce qu'il sait qu'il est à 100% responsable de sa propre éducation. Il sait que s'il ne continue pas à s'améliorer, c'est lui qui va le plus en souffrir au bout du compte. La règle à ce sujet est simple. Si vous désirez gagner plus, vous devez apprendre plus. Vos revenus personnels dépasseront rarement votre développement personnel.
On me dit parfois, « C'est bien beau tout ça, Patrick, mais comment est-ce que je peux faire pour trouver 1 heure par jour pour travailler sur mon développement personnel alors que j'ai déjà pas 1 minute à moi? » Je leur réponds, « Facile, en prenant le temps. » Gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Et le gagnant fait de sa formation personnelle une priorité. Quand il s'assoit pour planifier sa semaine, il s'assure de bloquer du temps en avance pour sa formation personnelle. Ceux qui réussissent le mieux dans notre société ne sont pas nés comme ça. Ils le sont devenus par eux-mêmes. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez dans la vie à condition d'être prêt à payer le prix en termes de travail sur vous-même. La formation continue est un raccourci vers le succès. Elle constitue votre tremplin vers la réussite. Investir dans vous-même, c'est vous donner la liberté de choisir tout ce que vous désirez dans la vie. En terminant, dites-vous que si vous n'apprenez pas, quelqu'un d'autre, quelque part, lui apprend. Et lorsque vous rencontrerez, devinez qui aura l'avantage. La 12e et dernière habitude des gagnants est la persévérance. La persévérance, c'est la discipline personnelle en action. C'est vraiment ici qu'on sépare les hommes des enfants. La discipline, c'est le signe d'un engagement total, un refus complet d'abandonner, c'est de continuer de faire ce qu'on a résolu de faire sans lâcher. Tous ceux et celles qui ont réussi quoi que ce soit de significatif dans la vie ont tous eu le goût d'abandonner à un certain moment ou l'autre, mais ils ont tous persisté malgré les obstacles et les désappointements qu'ils ont dû affronter. La persistance et l'adversité sont vraiment 2 des éléments qui servent le plus à forger notre caractère. Répondez à la question suivante avec beaucoup de franchise. Voulez-vous vraiment réussir dans la vie? Pourquoi votre réponse est-elle si importante? Parce que c'est justement votre engagement irrévocable à réussir ce que vous avez décidé que vous vouliez faire, avoir et être qui va faire en sorte que vous n'abandonnerez pas quand les choses vont être plus difficiles. Les programmes de formation que vous suivez servent à augmenter vos connaissances, mais c'est votre propre désir de réussir qui va augmenter votre persévérance. Quand le gagnant s'engage dans quelque chose, c'est un engagement total. Il fait une promesse sur son honneur. Il se jure à lui-même qu'il va tout faire pour réussir et qu'il ne lâchera pas jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il a décidé d'obtenir. Une des meilleures métaphores que je connaisse qui illustre le principe de la persévérance, c'est celle du bébé qui apprend à marcher. Comme un enfant qui veut apprendre à marcher, lorsqu'on débute un nouveau projet, on doit y aller un pas à la fois, étape par étape. Avant de courir, l'enfant marche. Avant de marcher seul, il apprend à se tenir debout. Et avant de se tenir debout, il apprend à marcher à 4 pattes. Et avant même de marcher à 4 pattes, il apprend à ramper. Vous rencontrerez toujours des obstacles et des déceptions dans la poursuite d'objectifs qui sont valables. La plupart des gens ne comprennent pas une vérité pourtant toute simple. Il est presque impossible de réussir quoi que ce soit de significatif dès la première tentative. L'échec est un aspect vital et nécessaire dans le processus de réalisation de quoi que ce soit. Quand l'enfant fait ses premiers pas, il tombe, mais il se relève aussitôt. Il tombe encore et encore, mais il se relève tout le temps. De la même façon, les gagnants savent qu'ils ne vont pas nécessairement réussir du premier coup, mais ils persévèrent malgré tout. Peu importe quels sont vos projets, vous allez devoir probablement essuyer plusieurs revers avant de réussir. Avant de donner mon premier séminaire, par exemple, j'ai suivi des leçons de parole en public pendant presque 2 ans. À tous les mardis soirs, pendant 2 ans, je me présentais dans mon club de parole en public Toastmaster et je faisais des discours improvisés, des discours préparés. Quand je me suis senti assez confiant, j'ai organisé mon premier séminaire de formation. Je me rappelle d'avoir eu seulement 3 inscriptions à ce séminaire. J'avais même appelé 2 de mes amis pour qu'ils viennent assister à mon séminaire afin qu'il ait l'air d'avoir plus de monde. J'ai eu moins de 10 participants à mes 10 premiers séminaires. Avec tout le temps que ça me prenait et tous les cours attachés à chaque événement, ça me donnait presque rien au bout du compte. Ça n'a pas été facile et l'idée d'abandonner m'a souvent frôlé l'esprit. Mais j'ai persévéré parce que je croyais fort en mon rêve et je suis aujourd'hui évidemment très heureux de l'avoir fait. Quand l'enfant apprend à marcher, il prend également des risques. Il pourrait facilement tomber et se cogner la tête, mais malgré tout, il persévère et il n'abandonne pas jusqu'à ce qu'il réussisse à marcher. Jamais je n'ai vu un enfant abandonner et se dire « Ça y est, j'abandonne, j'ai tout essayé, je marcherai jamais, il n'y a plus rien à faire. » Évidemment, c'est ridicule. Tous les enfants finissent par marcher un jour, mais ils n'apprennent pas à marcher en une seule journée. Ça prend du temps et ils finissent tous par marcher éventuellement. Alors que la plupart des adultes abandonnent facilement, l'enfant, lui, se cramponne vers l'accomplissement de son but. Les problèmes et les défis que la vie nous apporte font ressortir le meilleur de nous-mêmes. La lutte qu'on éprouve sur le chemin de la réussite personnelle fait partie intégrante du prix qu'on doit payer pour réaliser son plein potentiel. Le fait qu'on doive lutter pour arriver à ses fins n'est pas un inconvénient, mais plutôt un avantage. C'est un avantage dans le sens que ça nous permet de développer des qualités qui, autrement, resteraient toujours endormies en dedans de nous.
L'adversité nous rend plus forts. Ça nous permet de découvrir en nous des ressources et des habiletés qui ne sont pas encore exploitées. Bien des gens ont réussi justement parce qu'ils ont dû travailler fort très tôt dans leur vie. Malheureusement, il y a beaucoup de parents qui n'ont jamais rien compris les avantages de lutter pour avoir ce qu'on veut dans la vie. On les entend souvent dire « Ah, moi j'ai travaillé tellement fort quand j'étais jeune, je vais m'assurer que mes enfants aient la vie facile. » C'est complètement ridicule. Une vie facile, c'est généralement un handicap plutôt qu'un bien. Il y a des choses bien plus pires dans la vie que d'être forcé de travailler pour obtenir ce qu'on veut. La paresse et l'inaction, par exemple, sont bien pires que le travail obligatoire. Être obligé de travailler du mieux qu'on peut pour ce qu'on a nous donne une certaine maîtrise de soi, de la volonté, du caractère et un sentiment d'accomplissement et de satisfaction personnelle qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. Ça nous donne aussi un paquet d'autres qualités que le paresseux, lui, ne pourra jamais connaître. Les personnes qui n'ont jamais eu à lutter dans la vie sont généralement des personnes sans ambition et sans volonté. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ces personnes ont très peu confiance en elles et ont une très mauvaise image d'elles-mêmes. Tout comme la nature a besoin de pluie pour grandir, l'humain a besoin d'obstacles et de défis pour grandir également. Je ne connais pas personne qui a mis beaucoup d'efforts et qui n'a jamais réussi ce qu'il voulait accomplir. Le succès et la richesse ne viennent pas facilement et rapidement. Ça ne prend pas seulement 1, 2 ou 3 mois, mais plutôt 3, 5 ou même 10 ans pour accomplir quoi que ce soit de grand. Si on persiste, on finit toujours par réussir. Quand le gagnant a l'impression qu'il frappe des murs de briques dans son ascension vers le sommet, et le gagnant ne fait pas exception, il frappe également des murs de briques, il sait qu'il ne s'agit en fait que d'opportunités pour voir son vrai courage et son engagement à réaliser ses rêves. Le Dr Norman Vincent Peale disait à ce propos, « Les cadeaux que la vie nous offre nous viennent sous forme de problèmes. Plus grands nous semblent être nos problèmes, plus grands sont nos cadeaux. » Le gagnant est convaincu qu'il existe un complot dans l'univers pour l'aider à réussir et il considère que tous les obstacles et tous les échecs qu'il rencontre sur son chemin sont juste de petits tests pour vérifier sa conviction, pour former son caractère et pour le faire réussir encore dans le futur. Pour s'aider à ne pas lâcher, le gagnant aime s'inspirer de gens qui ont persévéré malgré tout, comme Edison qui a fait des milliers et des milliers de tests avant de pouvoir inventer la lampe incandescente, comme le colonel Sanders qui, à 65 ans, s'est fait dire non plus de 1000 fois avant qu'un restaurant accepte d'essayer sa recette du poulet frit Kentucky, comme Abraham Lincoln qui a subi toute sa vie échec après échec avant d'être finalement un jour élu président des États-Unis, ou encore comme Walt Disney qui a connu 7 échecs avant que son projet de parc d'attractions ne fonctionne. Comme tous ces hommes, votre actif le plus important pourrait être de persévérer plus longtemps que les autres. En terminant sur la persévérance, rappelez-vous qu'on ne peut pas acheter le succès. On peut ni le voler ni en hériter. On l'obtient seulement si on y croit, si on travaille fort, si on prend des risques et finalement si on persévère. Pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, vous devez donner à la vie tout ce que vous avez. Même si parfois vous avez l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, dites-vous qu'il y en a toujours. Pour voir cette lumière toutefois, vous devez continuer à avancer. En conclusion, j'ose espérer que les idées, les conseils et les histoires que contiennent cet enregistrement ont pu éveiller en vous le désir de réaliser votre plein potentiel. Vous possédez déjà en vous toutes les qualités pour réussir. Il ne vous reste plus qu'à les exploiter. Je vous souhaite le plus merveilleux des succès, c'est-à-dire de posséder en abondance tout ce que l'argent peut vous acheter, mais surtout, de posséder en abondance tout ce que l'argent ne pourra jamais vous acheter. Pour plus d'informations sur les conférences et les séminaires publics et privés